moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit moytu saafonte bi ak di laal yenn rabu àll yi lii di yàpp ak it nen nañu koy togg ba mu ñor jàngoro ji nag dafay lore boo ci bëggee am yeneeni leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen ko baaxee. Donc bonjour chers internautes, nous sommes très heureux aujourd'hui de venir vous présenter votre premier numéro de l'émission Les Rendez-vous avec Mame Sène sur Global News. Et aujourd'hui nous sommes venus voir quelqu'un qu'on ne présente plus à Diourbel, mais qui au niveau international est en train de sortir donc de l'anonymat. Il s'agit de Issa Aidara, qui est l'adjoint, qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale U20, pour dire des jeunes de moins de 20 ans. Alors donc récemment il a amené l'équipe nationale en Arabie Saoudite où il a remporté la Coupe du Monde arabe des moins de 20 ans, donc comme invité. Alors bonjour Issa. Oui, bonjour Mamadou, et je suis très ravi de vous recevoir aujourd'hui pour le premier numéro de votre émission. C'est d'autant plus un grand honneur d'être le premier invité de cette émission. Donc voilà, je suis là et c'est un grand honneur pour moi de partager ce plateau avec vous et de discuter de ce qui est ma passion, de ce qui est notre passion, qui est le football et le sport en général. Alors donc par rapport maintenant à l'émission va se faire en 3 axes. Dans le premier axe, on va aborder d'abord Issa, sa carrière et peut-être son évolution au niveau de l'équipe nationale des U20. Ensuite, en deuxième point, nous parlerons bien sûr du football au niveau national et précisément avec l'équipe nationale à la tête de laquelle on a Aliou Cissé. Alors, et en troisième point, on va aborder le football diourbellois qui nous préoccupe nous tous en tant que Baol. Alors, pour maintenant, pour entrer dans le premier axe, M. Issa Aidara, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre itinéraire professionnel qui vous a amené au niveau de l'équipe nationale des U20? Oui, je pense qu'avant d'aborder le volet entraîneur, je pense qu'il est bon de savoir que avant d'être entraîneur, j'ai joué au football. Donc je jouais au football et peut-être c'est ce qui m'a un peu aidé dans ce que je fais aujourd'hui, le métier d'entraîneur. Donc voilà, après ma carrière de footballeur, donc j'ai fait mes diplômes d'entraîneur. Les diplômes que j'ai fait, l'initiateur, le premier degré, la licence C, la licence B et tout ça. Et donc voilà, après cela, je pense que c'est ce qui m'a permis en tout cas de commencer à encadrer les jeunes. Et je suis dans ça jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un contact à Djambar et d'intégrer le centre Djambar pour voilà, s'occuper des jeunes, pour m'occuper des jeunes là-bas. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que en tout cas les propositions pour l'équipe nationale sont venues. Et donc j'ai commencé par l'équipe nationale U15 du Sénégal, les minimes, avec Père Sonko. Et ensuite j'ai eu une promotion avec les U17, avec Alimal. Et pour ensuite maintenant être avec les U20 aujourd'hui avec Youssou Dabo. Voilà un peu le parcours que j'ai fait. Donc en quelque sorte j'ai gravi un peu tous les échelons, en tout cas jusqu'à maintenant, les différentes catégories en équipe nationale. Voilà, donc ça c'est votre itinéraire. Il faut préciser que effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez eu à faire beaucoup de formations pour obtenir des diplômes d'entraîneur. Parmi ces diplômes, on a eu à faire ensemble le premier degré au stade Ely Manel Fall. Il a été notre imam, il faut le dire, pour dire simplement que Issa est un homme à plusieurs facettes. Alors Issa, depuis quelques années, donc, vous faites partie de l'encadrement technique des U20 et vous avez eu à produire depuis 2015 des résultats un peu mitigés parce qu'en 2015, en Coupe du Monde, vous avez été en demi-finale. En 2017, vous vous êtes arrêté en 8e de finale.
Et en 2019, vous étiez arrêté en quart de finale. En Coupe d'Afrique aussi des Nations, des U20 aussi, en 2015, 2017 et 2019, vous avez été finaliste malheureux, il faut le dire. Donc, vu peut-être ces différents résultats, on peut dire nettement que vous avez produit ces dernières années des résultats mitigés. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que l'équipe nationale manque d'efficacité ou bien est-ce que vous êtes en train de travailler et que vous n'avez pas encore récolté les fruits de votre travail? Bon, je pense d'abord que quand on parle d'efficacité, c'est au niveau des buts marqués ou des buts encaissés, parce que l'efficacité, c'est soit offensive ou défensive. Donc, l'efficacité défensive, tu gagnes tes duels, tu n'encaisses pas de but. Et l'efficacité offensive, c'est le fait de vraiment de marquer beaucoup de buts. Et je pense qu'avec cette équipe nationale U20, on en met quand même pas mal, on marque beaucoup de buts. Et même si on en prend moins aussi. Donc je pense que ce n'est pas un problème d'efficacité, parce que comme tu dis, en Coupe du Monde, c'est vrai qu'on a eu des résultats mitigés un petit peu, parce que voilà, une demi-finale, après un huitième de finale, après un quart de finale, donc c'est des résultats plus ou moins, on alterne le bon et le moins bon. Et donc, mais en Coupe d'Afrique, je pense qu'on a aligné 3 finales, même si les 2 précédentes éditions ne sont pas avec nous, donc les staffs n'étaient pas les mêmes. Mais je pense qu'avec nous, on a joué une finale, un quart de finale de Coupe du Monde. Et que donc pour moi, c'est des résultats qui sont bons. Parce qu'en petite catégorie, il faut savoir que il n'y a pas trop de moyens qu'on met pour avoir les résultats que l'on veut. Mais je pense qu'avec le travail qui se fait, avec aujourd'hui les infrastructures qu'on a pour former ces jeunes-là, je pense qu'on n'est pas loin du but. Et le but, peut-être qu'on n'a pas encore gagné de trophée majeur, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations que tout le monde attend. Mais je pense qu'au niveau sous-régional, il y a de bons résultats. Parce que les U17 gagnent le tournoi de l'UNAF, gagnent le tournoi de l'UFOA, ils gagnent deux tournois en Turquie. Les U20 gagnent des tournois UFOA, la Coupe arabe U20 là. Et donc voilà, je pense que c'est des résultats que les gens peut-être ne préfèrent pas, mais en tout cas c'est des trophées. Et c'est des trophées sous-régionaux, mais qui sont importants parce qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique de victoire pour pouvoir espérer quand même gagner quelque chose. Mais je pense que le bon résultat n'est pas loin et qu'il est là dans un futur tout proche. Parce que le travail est là et les gens travaillent bien et que donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas, en tout cas que ce travail ne soit pas sanctionné par un succès. Alors, vous revenez il y a quelques jours. Vous êtes revenu il y a quelques jours, bien sûr, d'Arabie Saoudite, plus précisément à Riyad, où vous avez remporté un trophée, comme invité, bien sûr, il faut le dire. Alors, avec les U20, alors quel bilan pouvez-vous faire par rapport à votre participation à ce tournoi? Ouais, je pense que c'était un tournoi quand même qui regroupait des pays arabes et les pays arabes bien sûr, bon, le Maghreb et les pays du Golfe et tout ça. Donc c'était une mini Coupe du Monde pour ces pays arabes parce que ils appellent la Coupe arabe des Nations U20. Mais ça regroupait 16 équipes et que donc voilà, c'était un tournoi d'un bon niveau parce que voilà les pays qui étaient présents en tout cas sont des pays de football parce que si on prend les pays africains comme l'Égypte ou la Tunisie, c'est des pays qui ont gagné quand même des trophées continentaux avec cette catégorie. Et que donc pour dire que c'était un grand tournoi, il y a pas mal de pays qui étaient venus avec des joueurs expatriés. Parce qu'un journaliste est venu me voir pour me dire que est-ce que vous avez avec vous dans votre effectif des joueurs qui évoluent en Europe. Bon, j'étais surpris de cette question parce que je ne m'attendais pas à ça. Je lui ai dit non, j'ai amené des joueurs qui jouent exclusivement dans le championnat du Sénégal. Et il me dit, ah bon, parce que là, il y a des équipes qui sont venues avec des joueurs expatriés, des joueurs qui jouent à Chelsea, à Tottenham, au PSV Eindhoven, au Feyenoord Rotterdam et dans d'autres clubs français en tout cas. Je lui ai dit non, nous, on n'a que des joueurs locaux. Donc, après, ça a été une petite surprise aussi pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et donc, voilà, je pense que avec même le niveau qu'on avait et avec une préparation
relativement à ce qu'on a ici, on a réussi quand même à faire un bon résultat et représenter le pays. Et donc, au niveau du bilan, je pense qu'on a joué 3 matchs de groupe. On a joué un match contre les Émirats qu'on n'a pas pu gagner, donc on a fait match nul 0-0. Ensuite, on joue le Soudan qu'on gagne 3-1. Et un troisième match décisif contre la Libye. Donc il fallait gagner pour être premier, pour d'abord se qualifier, et ensuite gagner pour être premier. Et donc voilà, parce que dans l'autre match, il y a les Émirats qui nous menaçaient, parce qu'une victoire des Émirats et une défaite de nous éliminerait. Et donc on a réussi à battre la Libye par 3-0 et du coup prendre la première place. Voilà. Et après maintenant, en quart de finale, on tombe sur le Bahreïn, qu'on gagne 5-0. Et en demi-finale, on tombe sur l'Égypte. Voilà, un gros morceau. Un gros morceau. C'est une équipe qui nous a posé le plus de problèmes dans ce tournoi. On a eu le match le plus difficile contre l'Égypte. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte, dans cette catégorie, est 4 ou 5 fois champion d'Afrique. Et puis ensuite, lors des précédentes éditions, lors de la précédente Coupe d'Afrique, c'est nous qui les avons éliminés au premier tour. Donc certainement cette élimination leur est restée à travers de la gorge. Et donc c'était avec un esprit de revanche qu'ils sont venus jouer ce match et c'était normal. Mais nous, dans notre tête, c'était pas ça. On n'était pas venus pour jouer un match où il y avait une revanche ou quoi que ce soit. On était juste venus jouer un match, une demi-finale d'une compétition. Et voilà, c'était très difficile parce que là, on était mené, il fallait revenir au score. Ensuite, on a perdu un jour notre capitaine d'équipe qui était exclu. Et donc, il fallait gérer tout ça, le retard au score, ensuite le carton rouge. Et je pense qu'on a bien réussi à le gérer et voilà, à aller jusqu'au tir au but et enfin à gagner, à se qualifier en finale. Et en finale, on rencontre la Tunisie. La Tunisie qui était détentrice de ce trophée. Donc la précédente édition, c'est eux qui l'avaient gagné. Et donc voilà, on savait que ça n'allait pas être facile. Mais après, j'ai vu que c'était une équipe qui avait des appréhensions quand même négatives, qui avait un peu peur. Et donc c'est là que je dis aux jeunes, il faut mettre le turbo, il faut mettre beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de vitesse et il faut relever un peu plus le niveau de jeu pour s'en sortir. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, on a marqué un but et voilà, on avait la possibilité de mettre d'autres buts encore, mais malheureusement, mais quand même on a gardé, comme on disait tout à l'heure, notre efficacité défensive, on n'a pas pris de but et on a marqué un but, donc logiquement on gagne cette finale. Et je pense que en tant qu'invité, c'est vrai, on a réussi quand même à faire un très bon résultat. Et la prochaine fois, vous risquez de ne pas être invité. Hein? Mais logiquement, on vous invite, vous prenez la coupe. Ben, c'est normal parce que ça montre que voilà, nous sommes des compétiteurs, comme j'ai dit, et que voilà, le fait d'être invité ne va pas nous faire se fixer des limites quand même. Nous sommes des compétiteurs, donc on nous avait déjà invité à un tournoi au Togo l'année dernière, en 2018, et on est parti gagner ce tournoi. Donc c'est le deuxième tournoi qu'on gagne et en tant qu'invité. Donc ça montre notre esprit de compétiteur et que donc voilà, nous on est là, on joue les matchs comme il se doit et après maintenant, voilà, le résultat qu'on a, c'est ce qu'on devait avoir. Je pense qu'on a fait un bon tournoi et qu'on a eu quand même le résultat qu'on a mérité. Ok. Issa, quand vous gagnez la Coupe en Arabie Saoudite, il faut dire que vous le gagnez en tant que numéro 1 sur le banc. Mais en fait, vous êtes l'adjoint de Youssou Dabo. Youssou Dabo, en répondant à une question d'un journaliste par rapport à son absence en Arabie Saoudite, il a déclaré qu'il ne se fait pas de soucis par rapport à son absence sur le banc de l'équipe nationale U20, car il a des collaborateurs qui sont compétents et qui peuvent assurer l'intérim. Alors, comment avez-vous vécu votre statut de numéro 1 sur le banc de l'équipe nationale sénégalaise des moins de 20 ans? Bon, je vais tout de suite dire que ce statut de numéro 1, je l'ai vécu sans aucune pression. Parce que tout simplement, ce n'était pas la première fois que je suis sur le banc seul. Parce que, voilà, quand on partait en Algérie, jouer des matchs amicaux là-bas contre l'Algérie. Donc j'étais parti seul, je n'étais pas parti, j'étais parti seul et on a fait de bons résultats parce qu'on a fait un match nul et on a gagné l'autre match. Et donc, même ici, pendant les regroupements, les concentrations,
De temps en temps, il n'est pas là-bas, donc c'est moi qui gère. Donc ça veut dire que aussi, lui, il sait qu'il a derrière lui des hommes, bon, certes compétents, mais aussi des hommes loyaux, des hommes qui font le travail comme il faut. Et je pense que c'est important pour un staff. Lui, quand il n'est pas là, il ne se fait pas de soucis parce qu'il a confiance en nous. Et il l'a dit parce qu'il l'a dit au directeur, il lui a dit que si je savais que les gens avec qui je collabore ne sont pas à la hauteur, ben, moi je te le dirais, je te dirais dès le départ que je ne peux pas travailler avec eux. Mais je sais que c'est des gens compétents, c'est des gens qui sont loyaux, c'est des gens travailleurs. Et donc, voilà, je ne me fais pas de soucis. Et donc, le fait qu'ils s'absentent et que, voilà, nous autres, nous, on assure, ça veut dire que, voilà, c'est un staff qui travaille bien, c'est un staff voilà, qui a une ligne de conduite à suivre. Et je pense que depuis qu'on est là, c'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, lui, il a confiance en nous. Nous aussi, nous avons confiance en lui. Et que, voilà, chacun a du respect pour l'autre. Et que c'est comme ça qu'on travaille et qu'on essaie d'amener en tout cas l'équipe le plus loin possible. Alors, Issa, on va passer un peu au deuxième axe de l'émission. On va parler du football au niveau national. Alors, vous avez joué pendant très longtemps dans ce championnat national, hein, il faut le souligner. Vous le suivez de près et de loin aussi en même temps parce que vous êtes à Djambar, bien que vous n'avez pas en charge la première équipe qui participe dans le championnat du Sénégal, mais quand même vous encadrez les petits à Djambar. Vous le suivez aussi en tant que peut-être entraîneur de l'équipe nationale. Alors, quelle appréciation faites-vous du moins par rapport à notre championnat national? Bon, je pense que le football sénégalais, bon, ces 10 dernières années quand même a franchi des paliers, a gravi des échelons. Parce que ce qui se faisait avant, aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Bon, je veux dire le contraire dans le sens positif, bien sûr. Parce que ce qui est positif aujourd'hui, c'est qu'on arrive quand même à créer des emplois avec l'avènement du football professionnel. Maintenant, pour être bref, je dirais que là où le bas blesse, c'est au niveau des infrastructures. Parce que quand tu vas dans les pays maghrébins ou bien en Europe et que tu vois les infrastructures qu'ils ont, ben, c'est normal que le football se développe là-bas. Mais aussi aujourd'hui, je ne dirais pas les clubs, mais même dans les régions, les stades régionaux, des fois tu n'as pas une bonne qualité en tout cas de pelouse pour permettre encore de développer ce football-là. Je pense que si on avait en tout cas même pas tous les clubs, parce que c'est pas facile, mais je pense que si on avait dans chaque région un stade fonctionnel, ça permettrait quand même de combler ce gap. Mais en tout cas, pour être encore bref, je pense que c'est le manque d'infrastructures qui gêne vraiment le développement du football. Alors, vous êtes responsable technique, bien sûr, dans l'encadrement des U20, qui est l'antichambre, disons, de l'équipe A. L'équipe A qui, depuis quelques années, avec Aliou Cissé, est en train d'évoluer, disons, dans le bon sens. Hein. Ça il faut souligner. Alors, quelle appréciation faites-vous par rapport au travail d'Aliou Cissé et par rapport aux différents résultats que l'équipe nationale est en train de faire au niveau continental et au niveau peut-être mondial? Bon, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire le Sénégal est sur la bonne voie. Parce que aujourd'hui, avec Aliou Cissé, le Sénégal joue une Coupe du Monde qu'il n'avait pas jouée depuis 2002. Le Sénégal se qualifie en Coupe d'Afrique en quart de finale, ce qui n'était pas le cas depuis quelques années. Et le Sénégal joue une finale de Coupe d'Afrique, ce qui n'était pas arrivé depuis 2000. Et donc ça, il faut se dire la vérité que c'est une avancée notoire. Parce que quoi qu'on dise, Aliou Cissé a amené quand même un autre état d'esprit au niveau de cette équipe nationale. Et que donc ça, il faut le saluer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas les gouvernants ou bien les fédéraux doivent penser beaucoup plus à l'expertise locale qui, je pense, a fait ses preuves. Parce que lors de cette dernière CAN, on a vu deux enfants africains être finalistes. Belmadi de l'Algérie et Aliou Cissé du Sénégal. Et après, derrière, où sont passés ces grands entraîneurs européens qui avaient amené leur sélection
Et pourtant, il y en avait de grands noms. Je peux juste citer deux, Hervé Renard et Hector Cooper, donc où ils sont passés. Et aujourd'hui, je pense que les fédéraux, ou bien en tout cas les gouvernants, doivent pouvoir donner de la confiance qu'ils donnent aux Européens, les moyens qu'ils donnent aux Européens et le temps aussi qu'ils donnent aux Européens de travail. Ils doivent pouvoir le donner à leurs propres fils pour qu'ils fassent de meilleurs résultats. Et aujourd'hui, je dirais que l'exemple de Djamel Belmadi et celui d'Aliou Cissé doivent servir d'exemple à méditer pour en tout cas les fédérations africaines. Donc, qui est en charge au niveau de la Fédération sénégalaise de football, la petite catégorie, qui disait à l'entame de la carrière d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale A, qui disait qu'Aliou Cissé est apte à sortir du Sénégal de ses difficultés, l'équipe nationale sénégalaise de ses difficultés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison à Mbaye Diouf Dia et effectivement de confirmer que Aliou Cissé est en train de réussir sa mission? Bon, juste une petite précision. Mbaye Diouf Dia, il n'est plus le responsable de la petite catégorie de la fédération. Maintenant, c'est Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC, qui est responsable de la petite catégorie au niveau de la fédération. Mais je pense que le président Mbaye Diouf a dit vrai, parce qu'aujourd'hui, Aliou Cissé, en tout cas, vu les résultats qu'obtient le Sénégal aujourd'hui, Aliou Cissé est un bon profil pour amener le Sénégal là où en tout cas, les gens le souhaitent. Parce que voilà, il a fait de bons résultats, donc il faut juste lui... Mais qu'est-ce qui leur manque pour gagner la Coupe d'Afrique? Aliou Cissé et son équipe. Je pense que ce qui manque n'est pas... En tout cas, on n'est pas loin du sacre. Il faut que juste que les gens continuent à avoir confiance en lui, continuent à mettre les moyens dont il veut, justement à le soutenir surtout pour que voilà pour que le résultat soit là. Maintenant, il y a les critiques qui viennent de partout et voilà, mais c'est ça. Mais je pense que Aliou Cissé a une tête bien faite de sorte que lui il est costaud mentalement. Voilà, justement, il est costaud mentalement et que voilà, il est zen et voilà, tout ce qui arrive en toi comme critique, il prend ce qui est positif, il s'en sert, tout ce qui est négatif, il laisse de côté. Et je pense que c'est comme ça qu'il va progresser. Mais en tout cas, moi, je pense, en tout cas, je dirais pas que je suis sûr, mais je pense que je suis vraiment très optimiste par rapport à lui, par rapport à ses qualités, par rapport aussi à son forme de management pour des résultats meilleurs pour le Sénégal. Alors, abordons maintenant le dernier axe de notre émission. Il s'agit du football local, le football djirolois, que vous connaissez très bien, parce que vous avez joué pendant plusieurs années dans le championnat populaire. Et aujourd'hui aussi, personne ne connaît mieux que vous à Diourbel le football dans sa globalité. Alors, comment appréciez-vous le football à Diourbel? Bon, je dirais de manière générale, quoi. Ouais, tout d'abord, je dirais que la situation qui prévaut ici est déplorable parce que je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment développer ce football à Diourbel, il faut que l'on essaie de taire les querelles interpersonnelles parce que ça n'avance personne. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans une entité et se dire que moi, je viens travailler pour ma propre gueule. Excusez-moi du terme. Mais je pense que quand on est dans une entité et quand on est dans un groupe et qu'on travaille, il faut travailler pour la progression de ce groupe. Il faut travailler pour l'avancement de ce groupe. Il faut travailler pour l'intérêt général du groupe. Mais pas se dire que, voilà, moi, si je progresse, si j'évolue et que le groupe reste derrière, ce n'est pas mon problème, c'est tant mieux pour moi. Je pense que tu n'as pas ta place dans ce groupe. Et il faut aujourd'hui vraiment assainir tout ce qu'il y a autour. Et maintenant, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, nous, en football, on a un jargon qu'on utilise. Quand c'est pas propre, il faut nettoyer. Quand c'est sale, effectivement, mais dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui est sale, mais il faut le nettoyer, il faut le rendre propre. Et je pense qu'aussi au niveau de l'entourage, de l'environnement du football diourbellois, mais ça doit se passer comme ça. Tous les gens qui dérangent, qui gênent, ou bien tous les gens qui, en tout cas, qui ne font pas le travail comme il le faut, et qui sont là que pour leur propre gueule, mais il faut les dégager et amener des gens compétents qui veulent travailler et qui sont là pour l'intérêt du football diourbellois. Parce que le football diourbellois ne peut se développer qu'avec les diourbellois. Il n'y a personne d'autre, aucune personne étrangère qui va venir ici pour dire écoutez, je vais vous aider pour développer votre football. Là où il habite, il y a du football.
Donc il va rester là-bas, développer son propre Travailler football. là-bas, le football. Voilà, et maintenant, nous, fils de Diourbel, c'est nous qui devons nous lever et se dire que voilà, voilà, on va combattre tout ce qu'il y a de mal ici et puis on va soigner les blessures, on va toucher la plaie du doigt et puis maintenant on va travailler pour avancer. Alors Issa, en tant que technicien, comment entrevoyez-vous le football diourbellois avec bien sûr la Cinéor, l'équipe phare de la localité qui évolue depuis quelques années dans le championnat national en dents d'ici. Et comme vous l'avez souligné tantôt, avec les querelles aussi qui minent le championnat populaire et la ligue régionale. Donc comment entrevoyez-vous un peu l'avenir du football à Diourbel? Surtout avec le manque d'infrastructures. On a qu'un seul stade et ma foi, c'est un stade en lambeaux, hein, ça il faut le dire. Bon, je pense qu'au-delà du manque d'infrastructures, il faut aussi souligner la prolifération des clubs de partout. Que ce soit dans le national populaire, que ce soit au niveau de la ligue. Mais il y a des équipes qui naissent partout parce que c'est des pseudo-dirigeants qui veulent se venger de quelqu'un ou bien qui veulent voilà, créer un groupe, en tout cas, moi je n'appelais pas ça une équipe parce qu'une équipe quand même, il y a un cahier de charge à respecter et qui veulent créer un groupe juste pour se faire subventionner après, personne ne verra où passe ces subventions. Je pense que c'est pas sérieux, c'est pas honnête. Mais au-delà de ça, de ce manque d'infrastructure et de cette prolifération des clubs, mais moi je préfère aujourd'hui avoir 10 clubs forts que d'avoir 25 clubs éparpillés un peu partout. Et ça se voit sur le niveau même du jeu. Tu vas au stade, tu vas en match de championnat régional, mais tu n'as plus envie d'y repartir parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de captivant. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver en tout cas des solutions pour qu'on se retrouve tous autour d'une table, discuter et voir maintenant les moyens à faire pour vraiment redynamiser ce football. Parce que quoi qu'on dise, il faut le dire, Diourbel a toujours sorti de très bons joueurs. Diourbel a toujours été une région, une ville en tout cas de football. Et qu'aujourd'hui, si ça va dans tous les sens, ça va en lambeaux dans tous les sens, c'est parce que maintenant, peut-être que les gens qui ne sont pas là, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas compétents, mais voilà, que chacun tire vers de son côté et que voilà, ça n'avance personne. Je pense qu'il faut que tout le monde tire dans le même sens pour que ça aille de l'avant. Voilà, donc notre dernière question, hein, que répondez-vous aux sportifs diourbellois qui se demandent légitimement d'ailleurs pourquoi Issa n'a pas encore pris la Cinéor comme coach, en tant que coach? Bon, en tant que coach, c'est vrai, je n'ai pas encore pris la Cinéor, mais je travaille pendant 2 saisons dans cette équipe en tant qu'adjoint. Comme entraîneur adjoint? Oui, en tant que et maintenant, notre question, c'est pourquoi Issa n'a pas encore pris la Cinéor en tant que coach titulaire? Mais c'est juste vu peut-être les différents résultats que vous êtes en train de faire sur le plan national et international. Ben, c'est justement ça, parce que bon, il faut savoir aujourd'hui que je suis sous contrat avec l'Institut Diambar. Et que la Cinéor, c'est une équipe qui appartient à une entité. Et que cette entité-là a mis des responsables, des dirigeants autour de cette équipe. Et donc, ce n'est pas mon rôle, en tout cas à moi, d'aller vers ces gens-là pour leur dire il faut me prendre ou bien pourquoi vous ne me prenez pas. Mais si demain ils manifestent un intérêt pour moi, mais on pourra s'asseoir autour d'une table et discuter sur les possibilités de venir en tout cas apporter mon expertise pour cette équipe. Mais aujourd'hui, je le dis encore une fois, et je ne le cache pas, je suis à Diambar et je suis très bien là-bas, et je me sens bien là-bas, et que maintenant, bon, s'il y a une possibilité de venir, en tout cas soutenir et aider l'équipe de ma région, ben, on verra les possibilités. Mais pour le moment, je pense que je suis à Diambar, je suis heureux là-bas. Et que pour le moment aussi, il faut dire qu'il n'y a jamais eu de contact entre moi et quelques dirigeants que ce soit de la Cinéor pour venir prendre le club. Donc ça aussi, il faut que ça soit clair pour que les gens sachent que ce n'est pas moi qui suis là-bas resté sur mon côté pour dire que non, je ne viens pas à Diourbel. Moi, je suis de Diourbel. Comme je vais le dire en wolof mu leer, lu ma am Diourbel moo ko gënal. Mais aussi, je ne vais pas venir pour dire que vous me parce que comme je l'ai dit, toi là où tu travailles, tu n'es pas allé vers eux. C'est eux qui sont venus vers toi, ils ont vu que tu as un profil intéressant, que tu veux faire ce job-là, et puis ils t'ont pris pour faire ce job.
Et partout ailleurs aussi, c'est comme ça. Donc maintenant, s'il manifeste un intérêt pour moi, ben maintenant, on s'assoira autour d'un table pour voir comment je peux... Voilà, donc moi je vais porter la parole des Diourbellois et lancer un appel aux dirigeants de la Sinor pour leur dire que vous avez un fils de Diourbel qui est là, qui est en train de faire un excellent travail au niveau national qu'international. Je pense que vous êtes en train d'essayer d'autres techniciens qui nous viennent d'autres localités, et pourquoi ne pas essayer Issa, qui est un fils de Diourbel et qui a des compétences avérées. Et véritablement, je pense que tout Diourbel serait très ravi d'avoir Issa comme coach sur le banc de la Sinor. Voilà. Donc merci Issa de nous avoir accueillis ici chez vous, et merci vous aussi, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission Les Rendez-vous avec Mame Sène. La prochaine fois, on va essayer de rencontrer le docteur Amath Niang, qui est docteur en pharmacie, avec bien sûr le choléra qui est en train de bouleverser le monde entier, avec les fake news véritablement qui est en train... Le coronavirus, je m'excuse, donc merci Issa disons de l'aide. Voilà, donc avec le coronavirus, nous allons essayer de voir, donc de rencontrer le docteur Amath Niang et d'y apporter peut-être les bonnes réponses par rapport à tout ce qui est en train de se dire par rapport à ces maladies à travers le monde. Voilà, donc rendez-vous dans 15 jours. di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu, di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit, moytu saafonte bi ak di laal yenn rabu àll yi. lii di yàpp ak it nen nañu koy togg ba mu ñor. jàngoro ji nag dafay lore. boo ci bëggee am yeneeni leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara. xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee.